Place à l'invité de ce journal. Je reçois sur ce plateau M. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Bonjour Monsieur le ministre et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Pouvez-vous revenir sur le démenti de l'appel téléphonique entre le président du Faso et l'ancien président Blaise Compaoré? Oui, on dément catégoriquement qu'il n'y a pas eu d'appel entre le président Roch Kaboré et l'ancien président Blaise Compaoré. Il n'y a pas eu non plus d'appel ou d'échange téléphonique avec aucune autre autorité ivoirienne pendant en tout cas cet acte. Et il n'y en a jamais eu. Et donc c'est quelque chose qui est faux. Je pense que c'est une invention de certaines personnes pour juste jeter une ombre sur ce traité, ce cinquième sommet du traité d'amitié et de coopération qui a bien réussi. Quand vous écoutez tous les reportages, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, mais surtout au niveau international, il n'y a jamais eu autant de couverture médiatique autour d'un traité d'amitié et tout le monde a convenu qu'il a bien réussi. Et bon, voilà, des gens, pour des raisons personnelles, ont voulu jeter une ombre sur cette réussite et ont fait cette invention ça n'a pas existé. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez tantôt de gens. Alors, qui a donc intérêt à jeter le voile ou vouloir assombrir cette réussite du TAC 5? Ça, c'est un travail que je renvoie à vous, les journalistes. C'est à vous d'enquêter sur ça pour savoir qui a pu bien faire cela, puisque l'information est venue d'une agence de presse, APA News, et qui a été relayée par la suite par le compte Twitter de la RTI. Donc, je renvoie la question à vous, journalistes, d'enquêter pour savoir d'où est parti cette fausse information. Ce qui est sûr, c'est que ce coup de fil n'a pas existé. Alors, Monsieur le ministre, après les rumeurs et vos révélations, qu'est-ce qui est fait en termes de communication avec les autorités ivoiriennes concernant ce fait? Non, immédiatement, on a échangé et on a vu aussi que côté ivoirien, ils étaient surpris de cette information, puisque ça n'a pas existé. Je parle de l'exécutif ivoirien et ils ont demandé à la RTI d'où venait l'information, puisque beaucoup de gens ont découvert l'information à travers le compte Twitter de la RTI. Et comme la RTI est un média d'État, un média quasi officiel, donc les autorités ivoiriennes se sont tournées vers cette chaîne, mais les informations qu'elles ont reçues et qui nous ont été rapportées, c'est que le journaliste qui s'occupait des réseaux sociaux de la chaîne RTI pendant le week-end a découvert l'information dans une dépêche de l'agence APA News et a repris cette information sans l'avoir vérifiée. Vous savez, on a toujours dit dans le métier de journaliste, il faut beaucoup plus de rigueur dans le travail, il faut recouper l'information. Voilà, une fois de plus, on voit que quand on ne se donne pas cette rigueur, évidemment, on peut commettre des erreurs graves, et c'est ce qui est arrivé. Alors, Monsieur le ministre, le TAC 5 a pris fin le vendredi dernier. À propos de cette rencontre, quels sont les axes majeurs qui auront un impact sur la vie des Burkinabés de l'intérieur, mais également concernant la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je préfère commencer par quelque chose d'assez simple, qui est comme une appropriation du TAC par les populations. C'est le fait d'avoir décidé de mettre en place un fonds d'investissement qui va servir aux activités créatrices d'emplois pour les jeunes et également pour les femmes. Je pense que ça, c'est quelque chose de concret qui va agir directement sur la vie des populations. Mais il y a aussi, par exemple, le fait d'avoir conclu un accord avec Sitaraï pour la rénovation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Et il faut savoir que le chemin de fer a
c'est un gros problème en ce moment, puisque quand un train part de Ouagadougou, il arrive le lendemain très tard à Abidjan, c'est long, et tout ça, ça joue sur les échanges économiques entre nos deux pays, et pour les marchandises qui circulent entre les deux pays notamment. Donc, plus il y a une fluidité dans le transport, plus on a des marchandises qui arrivent de part et d'autre dans de meilleures conditions et moins chères. C'est tant mieux pour l'économie. Également, cet investissement qui va être fait de 130 000 euros pour les 130 millions d'euros pour les 2 années à venir, c'est du travail pour des populations, c'est aussi des effets induits sur notre économie parce que c'est entre 85 et 90 milliards de francs CFA. Et puis il y a 270 millions qui vont être investis par la suite. C'est quelque chose qui existait déjà, mais il faut savoir que le projet était gelé et on a pu conclure quelque chose. Alors, sur la vie quotidienne des gens, il y a aussi le fait qu'on ait consolidé la fourniture d'électricité entre 70 et 80 mégawatts. Et vous savez, l'année dernière, tout ce qu'on a vécu comme problème d'électricité ici dans le pays, on a connu des coupures de 12 heures de temps et ça joue non seulement sur le quotidien des gens, mais ça joue également sur les industries du pays. Et il y avait déjà une proposition d'augmenter de 50 à 70 voire 80 mégawatts. Mais ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été appliqué jusque-là. Et nous avions anticipé avant le TAC, on a négocié avec le président Alassane Ouattara qui avait donné son accord pour cela. Et vous avez vu que les effets de coupure cette année ont été atténués. Et le président Roch Kaboré, dont la voix porte plus que la mienne, a pu consolider cet acquis-là avec le président ivoirien. Et donc, désormais, c'est sûr, ça va être 70 à 80 mégawatts. Nous avons négocié aussi le fait, toujours dans le volet électricité, que les nombreuses coupures qui existent sur la ligne, qu'il y ait une surveillance de part et d'autre pour amoindrir cela. Et puis, vous avez l'accord sur la Chambre de commerce, l'accord de facilitation. Il faut savoir que la Chambre de commerce de Burkina a demandé des accords de siège ou de facilitation avec la plupart des ports de la sous-région. Jusque-là, il n'y a pas de réaction, mais pour la Côte d'Ivoire, ça faisait 5 ans qu'on négociait et c'est bon, c'est acté maintenant. Il y a cet accord de facilitation qui va permettre à nos opérateurs économiques de travailler dans les meilleures conditions au niveau du port. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont un impact, mais on parle de l'autoroute. L'autoroute, c'est vrai, ce n'est pas... Il faut aller rechercher les fonds, c'est 2000 milliards pour l'ensemble du projet, peut-être 1200 milliards de notre côté, mais il y a des petits axes routiers aussi, comme entre Bati et Bouna, entre Kamti et Bouna, bon, on en parle moins, mais c'est des choses qui sont prévues et qui existent. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent agir directement sur le quotidien des populations. Alors, Monsieur le ministre, une question sensible, celle de l'occupation du mont Peko. Comment les populations seront déguerpies et à quand des échanges pour une solution négociée? Selon le compte rendu qui nous a été fait à la fois par nos services consulaires et par les autorités ivoiriennes, notamment la ministre chargée des Affaires sociales de Côte d'Ivoire pendant ce conseil conjoint, toutes les populations ont été déguerpies du mont Peko, de la forêt du mont Peko. Je dois dire que le mont Peko est une forêt classée donc interdite aux activités agricoles, mais malheureusement cette forêt qui était occupée à un moment donné par un milicien burkinabé, Amadé Oueremi, qui était armé, qui avait occupé à la faveur de la crise ivoirienne, avait permis l'installation anarchique de populations dans cette forêt et cette population est constituée à 90% de burkinabés. Donc c'est interdit, même au Burkina, on ne peut pas rentrer dans une forêt classée et faire des champs ou mener des activités pastorales et c'est la raison pour laquelle les autorités ivoiriennes ont décidé d'évacuer la forêt. Donc c'est fait, la forêt est évacuée, mais nous n'avons pas voulu nous en arrêter là. Comme on est dans le cadre d'un traité d'amitié, nous avons demandé aux autorités ivoiriennes de se pencher sur les aspects humanitaires de cette évacuation, des suites de cette évacuation. Donc nous avons convenu de mettre en place un comité conjoint
Et ce comité conjoint va permettre d'envoyer une mission conjointe tout de suite sur le terrain pour faire une évaluation afin de voir comment on va prendre les mesures d'accompagnement pour cela. Et hier, j'avais dans mon bureau le secrétaire permanent du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger qui est venu me faire déjà la proposition côté burkinabé de ceux qui vont figurer dans ce comité conjoint et on a validé pour envoyer chez les Ivoiriens, histoire d'aller assez vite parce que il y a des populations qui sont dans les difficultés. Alors, deux petites questions avant la fin de l'entretien. Monsieur le ministre, quelques principales capitales n'ont toujours pas d'ambassadeur. Il s'agit de Dakar, d'Addis Abeba, de Washington. À quand le grand mouvement? Non, je corrige que Dakar, il y a un ambassadeur. Il s'agit de Mme Aline Kouala. Addis Abeba, il y a un ambassadeur, il s'agit de Hamidou Touré. Évidemment, vous avez peut-être raison, il y a des capitales effectivement qui n'ont pas d'ambassadeur. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Washington, c'est le cas de Bruxelles et bien d'autres. Il y avait Abidjan, et vous avez vu qu'Abidjan est pourvu maintenant. Paris, nous avons une demande d'agrément auprès des autorités françaises. Nous attendons leur réponse, c'est la règle, hein, ça se passe comme ça. Et aussi, ils viennent de nous faire la demande pour l'agrément du successeur de monsieur J. Thibault. Nous venons d'accorder dans le dernier conseil des ministres. Donc, dès que nous avons la réponse des autorités françaises, la nomination va être faite. C'est pareil pour les États-Unis, pour Washington, donc. Et c'est pareil également pour Bruxelles, nous attendons la réponse. Et donc voilà quoi, on est en train de le faire au fur et à mesure, de procéder aux nominations au fur et à mesure que nous avons les autorisations d'agrément. Alors, monsieur le ministre, y a-t-il des démarches diplomatiques auprès des autorités canadiennes pour le retour du général divisionnaire Isaac Zida? Non, pour le moment, je pense que la question entre le général Zida et les autorités burkinabées se passe au niveau entre le militaire qu'il est et son ministre de la Défense. Et vous savez bien, le ministre de la Défense n'est autre que le président du FASO lui-même. Donc, au niveau des affaires étrangères, nous nous sommes chargés de faire la transmission, puisque tout passe par nous, et à travers notre ambassade qui est à Ottawa. Et il y a des échanges entre donc, le ministre de la Défense et le général de division, comme vous le dites, général divisionnaire Zida. Et on est à ce stade, mais pour tout le reste, les procédures et autres, il faut savoir que Zida a occupé des fonctions officielles qui sont celles de Premier ministre. Et donc, s'il doit y avoir des poursuites, les choses doivent se faire dans les règles et c'est l'ASCE qui doit enclencher les procédures. Pour le moment, alors j'entends souvent les gens dire bon, le gouvernement jusque-là ne fait rien. Non, c'est l'ASCE qui doit enclencher des procédures et cela doit passer par l'Assemblée nationale qui doit donner l'ordre enfin, la mise en accusation, comme on dit. Donc, voilà, on en est là. Maintenant, il y a l'aspect militaire, le fait que c'est un militaire et qui peut être considéré comme en désertion. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la teneur des échanges entre lui et son ministre de la Défense. En tant que ministre des Affaires étrangères, je ne fais que transmettre les courriers. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec monsieur le ministre Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Fadangourma et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Kamsala.